Bonjour, c'est le premier numéro de l'actu pour cette nouvelle année 2024. Alors à toutes celles et ceux à qui je n'aurais pas encore eu l'occasion de les présenter, eh bien je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, à vous, à vos proches, la santé d'abord, la sérénité, toutes les joies qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année. Et puis si vous voulez un format de vœux un peu plus long et aussi un peu plus politique, vous pouvez retrouver la vidéo du discours de vœux que j'ai présenté à Lille le 18 janvier dernier. Le lien de la vidéo est dans la description et vous retrouvez ça sur ma chaîne YouTube. Bon, c'est parti pour ce nouveau numéro de l'actu. Une nouvelle année démarre, on a même un nouveau Premier ministre et tout va mieux. Donc je disais, on a un nouveau Premier ministre. La première annonce faite par le nouveau gouvernement, c'est M. Bruno Le Maire qui est venu sur le plateau de télé de TF1 pour l'annoncer, ministre de l'économie. C'est la hausse des tarifs de l'électricité. Vous êtes content, n'est-ce pas? Le gouvernement avait fait une promesse. Ne pas augmenter l'électricité au-delà de 10%. Et la promesse est tenue puisque nous aurons au 1er février de l'année 2024 une hausse, non pas de 10, promesse tenue, mais de 9,8%. Voilà ce que nous a annoncé le gouvernement. Voilà l'acte 1 du gouvernement de Gabriel Attal. 9,8% de hausse de l'électricité, quand on sait que l'électricité, évidemment, n'en est pas à sa première hausse. En 3 ans, le prix de l'électricité, le coût de l'électricité, les factures ont augmenté de plus 45%. Alors pourquoi cette nouvelle hausse de près de 10% annoncée par Bruno Le Maire? C'est, d'après le ministre de l'économie, pour mettre fin au fameux quoi qu'il en coûte. Vous savez, le quoi qu'il en coûte, c'était le fait que l'État, donc la puissance publique, prenne en charge un certain nombre de coûts pour les entreprises ou pour les particuliers, notamment après la crise Covid, au moment de la reprise économique pour faire face à l'augmentation des prix. C'est donc un transfert des caisses de l'argent public, qui est l'argent des Français, c'est l'argent de vos impôts, vers les factures et l'amortissement pour un certain nombre d'acteurs, des entreprises ou des particuliers. Et Bruno Le Maire nous dit le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Et donc vous autres, les Français, qui avez été aidés par le bouclier tarifaire, c'est-à-dire le fait que l'État prenne en charge une partie des factures d'électricité, eh bien maintenant, vous allez devoir en quelque sorte rembourser cet argent public, rembourser à l'État et en quelque sorte remplir les caisses qui ont été vidées par ce quoi qu'il en coûte. Alors, vidées pas exactement, mais néanmoins, il y a eu des dépenses publiques, c'est vrai, importantes de la part de l'État pour contenir les factures d'électricité. On estime que c'est à peu près 16 milliards d'euros de dépenses publiques par an qui ont été réalisées pour alléger la facture d'électricité des Français. Alors Bruno Le Maire nous dit les Français sont plus protégés que nos voisins européens et donc il est normal que désormais le prix de l'électricité augmente. Alors on s'y penche un court instant pour savoir si cette hausse est justifiée et si véritablement les Français sont plus protégés que leurs voisins européens. Et en réalité, ça n'est pas vrai. D'abord, je l'ai dit, la hausse des prix a continué ces dernières années. Il y a eu en 3 ans plus 45% de hausse des tarifs de l'électricité. Mais ce qui est intéressant, c'est que les prix de l'électricité flambent en France, alors qu'en réalité, le coût de production de l'électricité en France, lui, il est stable. Il y a donc une grosse différence entre les coûts de production, qui en France, pour l'essentiel, sont des coûts fixes, et le prix que vous avez ensuite sur vos factures, qui, eux, ne cessent d'augmenter. Pourquoi cette différence? Pourquoi avez-vous à payer des factures d'électricité toujours plus importantes alors que le coût de production de l'électricité en France, il est stable et il est même d'ailleurs plus bas que chez la plupart de nos voisins européens? Parce qu'au milieu de tout cela, entre le coût de production et vos factures, il y a ce qu'on appelle le marché européen. Depuis que la Commission européenne, il y a maintenant quelques années de cela, ne jurant que par la libre concurrence, la concurrence libre et non faussée, a souhaité ouvrir le marché de l'électricité. Et donc du coup maintenant c'est un prix de marché. Et comment ce prix de marché est fixé? Il est fixé en tenant compte notamment à l'échelle européenne du coût du moyen de production le plus cher en Europe. Alors évidemment c'est par exemple le gaz et donc ça revient à une indexation du prix de l'électricité sur le prix du gaz. Donc peu importe que le prix et les coûts de production de l'électricité restent stables, si le prix du gaz augmente par effet d'indexation qui est un pur effet de marché, eh bien le prix de l'électricité flambe. C'est uniquement pour cela que les factures d'électricité décollent. Et donc c'est pour ça que vous devez toujours payer des factures plus onéreuses. Alors le gouvernement dit en effet on a aidé les Français avec le bouclier tarifaire et maintenant c'est fini. Mais en réalité, à qui a profité le bouclier tarifaire? Si les Français payaient véritablement l'énergie au coût de production
dont ils devraient bénéficier, de par les moyens de production que nous avons en France, ils n'auraient pas à payer ces prix de marché absolument hallucinants. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, les énergéticiens, les gros énergéticiens européens, eux, se sont fait des bénéfices records. Pas EDF, qui lui est le dindon de la farce dans cette histoire d'ouverture à la concurrence, mais la plupart des énergéticiens s'en sont mis plein les poches grâce au fameux mécanisme de marché. Donc c'est uniquement par effet de marché que les factures ne cessent d'augmenter. Et donc en réalité, c'est un transfert d'argent public, je l'ai dit, votre argent, l'argent des impôts, qui va dans les poches des grands énergéticiens, des dividendes versés aux actionnaires comme vous avez pu le voir, etc. etc. Donc cette hausse du prix de l'énergie, de l'électricité, elle n'est absolument pas justifiée, en tout cas pas par les coûts de production, elle l'est uniquement par des effets de marché. Nous ne sommes pas d'accord pour que les Françaises et les Français qui ont déjà des revenus durement atteints par l'inflation, notamment les prix alimentaires, tout augmente, et en plus à payer pour les grands énergéticiens européens et le marché européen. C'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs lancé une pétition que je vous invite à signer si ça n'est pas déjà fait, pour empêcher, pour refuser, pour que le gouvernement renonce à cette hausse de près de 10% du tarif de l'électricité au 1er février 2024. Cette semaine, l'actualité principale, c'est la grande mobilisation des agriculteurs partout dans le pays. Autour d'une revendication qui est finalement commune à bien des secteurs professionnels, pas seulement l'agriculture, qui est une grande revendication des Françaises et des Français tout simplement, qui est « nous voulons vivre dignement de notre travail ». Beaucoup de salariés, pour beaucoup, ça n'est pas le cas, et pour les agriculteurs en particulier. Les agriculteurs travaillent très dur, c'est un métier qui est extrêmement difficile, qui l'est toujours plus, qui est extrêmement exigeant en termes d'horaire. C'est des gens qui prennent assez peu de vacances, qui sont au travail du matin jusqu'au soir dans des conditions difficiles. Et vous connaissez les circonstances de l'agriculture en France. On estime que d'ici à 10 ans, la moitié des agriculteurs seront à la retraite. On parle à peu près de 3 départs pour une installation. Il se ferme aujourd'hui en France 200 exploitations agricoles, 200 fermes qui mettent la clé sous la porte par semaine. C'est énorme. Ça veut dire qu'on est en train de détruire littéralement l'agriculture française. Alors là, vous vous dites, vous comme consommateur, vous avez vu ces derniers temps que les prix alimentaires ont considérablement augmenté. Et pour autant, une nouvelle fois, même principe que le sujet précédent sur l'électricité, pour autant les producteurs, et là en l'occurrence les agriculteurs, eux, continuent à se serrer la ceinture, à avoir des conditions de vie extrêmement difficiles, des revenus qui sont absolument ridicules, qui ne permettent pas de joindre les deux bouts. C'est une profession d'ailleurs, vous le savez, qui est spécialement marquée par le suicide. C'est la profession, le secteur professionnel dans lequel il y a le plus de suicides. Et donc ce sont des conditions de travail indignes pour celles et ceux qui nous nourrissent. Et donc vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'alors que nous on paye toujours plus cher les produits alimentaires, pourquoi les agriculteurs sont dans ces situations? Parce qu'entre deux, il y a aussi des intermédiaires, et notamment l'industrie agroalimentaire, dont les marges ont explosé. C'est 49% de marge d'augmenter ces derniers temps. C'est par exemple le PDG de Lactalis qui a vu sa fortune augmenter de 70% en seulement 3 ans, ça représente 10 milliards d'euros. Et bien des agriculteurs qui sont littéralement écrasés à la fois par l'agro-industrie, à la fois par les marges des distributeurs et qui eux ne s'en sortent pas. Et puis surtout, il y a une grande contradiction en réalité dans ce qui est demandé aux agriculteurs français. D'un côté, on leur demande toujours plus de qualité, on leur demande une montée en gamme de leurs produits. Il y a de plus en plus, c'est vrai, et elles sont légitimes, elles sont nécessaires, de plus en plus d'exigences sur la qualité des produits. On parle notamment de réduire le phytosanitaire, les pesticides. Vous vous souvenez de la discussion que nous avions eue sur le glyphosate, par exemple. Donc on a toujours plus d'exigences de qualité, et c'est positif, c'est bien. Mais dans le même temps, on leur demande d'être compétitifs avec des modèles agricoles qui ne correspondent absolument pas à ces normes en termes de qualité. Pensez franchement qu'on peut faire concurrence et être compétitif en exigeant un niveau de qualité supérieur quand on a face à nous, par exemple, les fermes-usines du Brésil. Évidemment, ça n'est pas possible. Donc, il y a un choix à faire en réalité. Que voulons-nous? Une agriculture à bas coût qui se tourne vers l'export et qui vienne concurrencer des fermes-usines avec des normes environnementales et des normes sanitaires qui sont absolument déplorables sur le grand marché mondial? Ou est-ce qu'on veut une agriculture de qualité, vivrière,
relocaliser nos productions et faire en sorte que nous puissions avoir une souveraineté alimentaire. Évidemment que pour nous, à la France Insoumise, le choix est vite fait. Or, ce sont ces injonctions contradictoires qui sont sans cesse demandées aux agriculteurs. Et notez bien que celles et ceux qui aujourd'hui prétendent défendre les agriculteurs, en réalité ne le font pas. Les macronistes qui sont sortis pour défendre les agriculteurs de notre pays, en réalité sont ceux qui ont signé à tour de bras des accords de libre-échange qui ont mis nos agriculteurs, notre agriculture, en concurrence avec ces pays qui ont des normes beaucoup moins exigeantes que les nôtres. Donc encore une fois, la question qui se pose, c'est que voulons-nous véritablement? Et ce que nous voulons, c'est une agriculture relocalisée avec des produits de qualité et donc qui n'est pas à être mise en concurrence et qui n'est pas à chercher à être compétitive avec des modèles agricoles que nous refusons et qui ne sont plus dans l'air du temps, notamment face à la crise écologique. Je demande à ce que vous vous souveniez que le 30 novembre dernier, lors de la niche parlementaire du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, Manuel Bompard avait présenté en notre nom une proposition de loi qui permettait notamment d'instaurer des prix planchers pour les agriculteurs, c'est-à-dire s'assurer que les prix payés par l'industrie agroalimentaire, par les distributeurs, payés aux agriculteurs soient des prix fixés avec un minimum fixé qui permettent aux agriculteurs d'être justement rémunérés pour leur production et de pouvoir vivre de leur travail tout simplement. Eh bien, cette proposition, elle a été refusée, rejetée à l'Assemblée nationale par la mobilisation des macronistes qui étaient contre et il a manqué 6 voix pour que nous puissions faire instaurer ces prix planchers. Alors aujourd'hui, les mêmes qui prétendent défendre les agriculteurs faisaient tout pour empêcher ces prix planchers il y a tout juste quelques semaines. Et ce sont les mêmes qui, encore aujourd'hui, sont en train de négocier de nouveaux accords de libre-échange, comme par exemple l'accord avec le Mercosur, qui aggraverait encore les difficultés de nos agriculteurs. De la même manière, notez que le Rassemblement national, qui se targue d'être le grand représentant des agriculteurs, il se trouve que le Rassemblement national, il est à l'Assemblée nationale lui aussi, et il vote, et le Rassemblement national vote régulièrement contre les intérêts de nos agriculteurs. Par exemple, le Rassemblement national a voté contre l'indemnisation des agriculteurs victimes de catastrophes naturelles. Le Rassemblement national a voté contre 2 amendements de Mathilde Digné et Aurélie Trouvé, 2 députés insoumises, qui visaient à protéger la rémunération des agriculteurs face aux industriels et la grande distribution. Le Rassemblement national a voté contre un rapport, une demande de rapport de mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation qui permettrait de protéger les revenus des agriculteurs. Donc, défendre les agriculteurs, c'est pas simplement aller serrer des louches avec les caméras lors des blocages, c'est mener une politique et voter une politique qui permette véritablement de les protéger. Et vous voyez bien à quel point, sur ces 2 sujets que je viens de traiter, la question de l'énergie et du marché européen, ou de l'agriculture et du modèle agricole imposé par l'agro-industrie et l'Union européenne qui veut toujours de plus grandes exploitations et la compétition internationale, ce sont des questions qui vont notamment être à enjeu lors des prochaines échéances, et notamment l'élection européenne qui aura lieu au mois de juin. Alors, en attendant, disons une chose, il faut toujours faire cause commune. La revendication principale, je l'ai dit, des agriculteurs, c'est nous voulons vivre de notre travail. Et il n'y a pas que les agriculteurs qui veulent vivre de leur travail. Donc, plutôt que de chercher, comme on le voit parfois, les divisions, cherchons à nous regrouper. C'est le moment de revendiquer pour de meilleures conditions de travail avec nos agriculteurs et de les accompagner. Et d'ailleurs, vous y êtes même encouragés, puisque vous avez vu que le ministre de l'Intérieur du nouveau gouvernement, Gérald Darmanin, a déclaré sur TF1 qu'on ne répond pas à la souffrance en envoyant les CRS. C'est nouveau. Alors, c'est l'occasion. C'est le moment de revendiquer et de dire que vivre dignement de son travail, c'est une revendication très largement partagée dans ce pays. Vous le savez, en matière internationale, notre boussole, c'est le droit international. Et cette semaine s'achève par une nouvelle très importante, une nouvelle qu'on peut qualifier d'historique, puisque la Cour internationale de justice vient de statuer sur la plainte qu'avait déposée l'Afrique du Sud à l'encontre du gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou. Et la Cour internationale de justice reconnaît le risque génocidaire à Gaza. C'est extrêmement important puisqu'elle prend de fait une décision. Elle enjoint le gouvernement Netanyahou à stopper les massacres à Gaza, à assurer l'aide humanitaire, à préserver les preuves et
à rendre un rapport sous un mois au tribunal. C'est donc une décision extrêmement importante pour avancer vers le cessez-le-feu. Et bien évidemment, cette décision de la Cour internationale, elle oblige toutes celles et ceux qui sont engagés par le droit international, et notamment la France, qui joue un rôle particulier puisqu'elle est aujourd'hui en tête du Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc toutes les nations qui sont notamment liées par la Convention internationale sur le génocide sont en quelque sorte obligées d'agir par cette décision de la Cour internationale. Et donc la France est désormais également au pied du mur. Elle doit agir pour le cessez-le-feu à Gaza et elle devrait reconnaître l'État palestinien, comme c'est le cas de beaucoup de nations à travers le monde. Voilà, donc cette décision arrive à point nommé. Vous savez que ce qui se passe à Gaza est absolument terrible. Le mois dernier, au mois de décembre, ce sont 160 enfants qui mouraient chaque jour sous les bombes. C'est un véritable massacre. Et l'Afrique du Sud a pris les devants avec cette plainte auprès de la Cour internationale qui a rendu aujourd'hui cette décision et qui confirme, qui établit le risque génocidaire à Gaza. C'est un point d'appui qui montre que le droit peut encore se dresser face à la loi du plus fort. Le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la décision du Conseil constitutionnel s'agissant de la fameuse loi immigration. Vous vous rappelez, c'était juste avant la pause des fêtes de fin d'année. La loi immigration, une loi abjecte, détestable, qui va rendre la vie plus difficile à plein de femmes, d'hommes et d'enfants sans aucune raison et sans aucun bénéfice pour les Français, avec des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat qui avaient fait beaucoup d'amalgames entre immigration et insécurité, qui parlaient de vagues migratoires, alors qu'en réalité, vous voyez bien que ce n'est pas le cas et que l'immigration apporte plus au pays qu'elle ne lui en coûte. Bref, je ne reviens pas sur le fond du débat dans son entièreté, mais cette loi était, de notre point de vue, à bien des égards inconstitutionnelle. Et le Conseil constitutionnel a censuré très largement cette loi. Plus d'un tiers de la loi est censuré. Et donc c'est un échec cuisant pour la nouvelle majorité parlementaire qui s'est constituée à cette occasion, puisque je rappelle que cette loi a été votée avec le concours de la Macronie, mais aussi de la droite et de l'extrême droite. Et puisque le Conseil constitutionnel a été aussi sévère en censurant bon nombre de dispositions de cette loi, eh bien cette loi, désormais, elle doit être retirée. Elle est illégitime, elle n'a pas lieu d'être, et il faudrait plutôt aborder la question de l'immigration et des mouvements de population avec un peu de sérieux, c'est-à-dire à la fois traiter des conditions dignes de l'accueil, et puis surtout se préparer et faire face aux causes des mouvements de population, puisque vous le savez, rien que le changement climatique va, dans les prochaines années, contraindre et forcer des populations fragiles à devoir se déplacer. Et donc on ferait mieux d'avoir des débats plus sérieux que les délires parfois même racistes que l'on a vus à l'occasion du débat parlementaire autour de cette loi immigration. C'est donc une bonne nouvelle que cette censure du Conseil constitutionnel, et c'est l'occasion pour nous toutes et tous de réclamer ce que nous réclamons depuis de nombreuses semaines, le retrait pur et simple de cette loi immigration. Voilà, on va sans doute se retrouver la semaine prochaine puisque ce sera le discours de politique générale du Premier ministre devant l'Assemblée nationale, Gabriel Attal, c'est prévu pour mardi, donc on aura sans doute l'occasion d'y revenir dans le prochain numéro de l'actu. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le signaler en likant, laissez des commentaires, et puis si ça n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne. À très vite.